Sur instruction de son Excellence M. Eradjonar Mapian, président de la République de Madagascar, l'unité de pilotage et de coordination des IRR au sein de l'exécutif, en collaboration avec les directions de planification et de suivi-évaluation de chaque ministère, a effectué des descentes sur terrain, l'objectif étant d'avoir une vision plus proche de la réalité de l'état d'avancement de chaque activité réalisée dans le cadre des IRR2. 14 ministères figurent dans le volet économique qui est sous le lead du ministère d'État en charge des projets présidentiels, de l'aménagement du territoire et de l'équipement. Ce dernier ayant identifié 3 pistes IRR, à savoir la construction des infrastructures, la sécurisation foncière massive et la mise en place des services fonciers de proximité, ainsi que l'identification des zones économiques spéciales. Un pont de 14 mètres a été construit dans la commune rurale de Tsiafadzavn durant la mise en œuvre de la seconde phase de l'IRR. La construction de ce pont est vraiment une bonne chose pour nous. Auparavant, cette route n'était plus praticable et était très dangereuse dès le mois de janvier, car c'était à l'aide d'un pont en bois que nous traversions. Un marché artisanal est en cours de construction dans la commune urbaine d'Antirabé. Le MEPAT a également procédé à des opérations de sécurisation foncière massive à travers la mise en place des services fonciers de proximité dans les districts, la liquidation des dossiers réclamations en instance et une opération domaniale concertée. Dans la troisième piste, le ministère a identifié 6 zones économiques spéciales, parmi lesquelles les 211 hectares d'Ambuipionen, les 163 hectares d'Ansuanatan et les 80 hectares d'Anjanmanilech. Le ministère de l'Agriculture, pour sa part, s'est engagé dans la rénovation de son dispositif national de formation agricole et rurale. Il s'agit d'une des réalisations majeures de cette phase. En effet, le nouveau référentiel national de diplôme au métier d'exploitant entrepreneur agricole sera mis en œuvre et appliqué dans 7 centres de formation, dont 3 centres privés et 4 publics, entre autres le Centre d'appui et de formation professionnelle agricole de Brickaville. Le ministère est également intervenu à Njanfen Sud en apportant son appui en matière de matériel agricole pour la préparation des sols. Un lot d'intrants, dont 25 tonnes de dolomie et 3,5 tonnes de semences améliorées de riz pluvial, y ont été livrés. Nous remercions énormément le ministère. En effet, ce tracteur qui nous a offert nous aide à labourer ces terrains qu'ils nous ont octroyés et à les cultiver. Le ministère de l'Agriculture s'est également engagé dans l'aménagement de 15 000 hectares de superficie, entre autres des travaux de curage du désableur P2 du périmètre rive gauche dans la commune de Beanan, région Aloch-Mangour, ce qui permet d'irriguer un périmètre de 4 900 hectares et de construire un barrage dans le district d'Inkasbé. Les pistes IRR2 pour le ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé portent sur l'exploitation des potentiels agro-industriels des régions de Vaknakarach et de Haute-Matiach. Nous souhaitons qu'il y ait chez nous des usines de transformation agroalimentaire pour que nous puissions écouler nos produits au niveau local tout en évitant les coûts supplémentaires de déplacement. La seconde piste IRR du MIDSP sur l'élaboration d'une stratégie concertée de tous les acteurs concernés pour la préservation de l'emploi et la protection des consommateurs contre les produits qui ne répondent pas aux critères de normalisation. Le ministère du Commerce et de la Consommation a identifié pour sa part 2 pistes. La régularisation des activités de commerce par la délivrance des cartes de commerçants et la création d'un site web appelé TradeMap. La première piste, lancée dans la région Ambrun-Mani, vise à renforcer la relation entre les professionnels du commerce ainsi que leur promotion au niveau national et international. La deuxième piste consiste à appuyer les opérateurs du commerce dans la recherche d'opportunités de marché. Des formations sur les normes et qualités ainsi que sur les conditionnements ont été organisées à cet effet. Nous sommes des producteurs d'huile essentielle de ravtsar, de géranium et bien d'autres. Quand on a commencé à utiliser le TradeMap, nous avons remarqué que des clients avec qui nous travaillons depuis dans la région d'Ambrun-Mani pouvaient être intéressés par d'autres huiles essentielles que celles demandées habituellement, telles que les huiles de romarin ou de tinga-tinga. L'utilisation de TradeMap nous a permis de savoir que la région d'Ambrun-Mani possède d'énormes potentiels en termes de production d'huile essentielle.
Très prochainement, une collaboration avec le ministère du Commerce sera mise en place pour une recherche de partenariats et de nouveaux marchés. Le ministère de l'économie et de la planification a quant à lui choisi 2 pistes, à savoir l'analyse des disparités des prix au niveau des régions Vakna-Karachi et Otmatiach, ainsi que l'élaboration de la méthodologie de produit intérieur brut au niveau régional. Cette dernière permettra de réaliser le calcul du PIB régional, qui est considéré comme une des mesures essentielles pour l'étude du développement et de la croissance économique. Le MEP est un ministère transversal qui ne sert pas directement le public, mais qui offre plutôt des outils d'aide à la décision. C'est pour cela que la deuxième piste de ce ministère porte sur l'analyse approfondie des disparités régionales des prix à la consommation. Il s'agit en effet d'une analyse des pouvoirs d'achat qui va servir d'outil d'orientation des politiques publiques axées sur la redevabilité sociale, la lutte contre l'inégalité sociale et l'exclusion. Le ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie a identifié 4 pistes IRR. Comme première piste, le ministère a procédé à la mise en place d'une station d'observation automatique dans la région Otmatiach. Dotée d'une technologie de pointe, cette station permet non seulement de faire des prévisions météorologiques, mais aussi de traiter les informations y afférentes. Elle a également la capacité d'envoyer directement ces données au niveau central toutes les minutes. Fonctionnant à l'énergie solaire, le transfert des données se fait par transmission GSM directe. La seconde piste choisie par ce ministère est le renforcement de la sécurité dans le secteur tourisme ou le Tourism Security. Pour ce faire, les organisations de la société civile, les forces de l'ordre et l'association des guides touristiques ont constitué une brigade spéciale de lutte contre le tourisme indigne. Un tourisme favorisant la consommation de drogue et l'insécurité. Le ministère a également initié la mise en place du CLP, ou Comité local de protection de parcs, qui regroupe les représentants des guides et des opérateurs touristiques, ainsi que des acteurs directement touchés par le secteur. Ce comité se charge de veiller à ce que ces pratiques ne se fassent pas à l'intérieur du parc. En cas d'identification de telles pratiques, il revient aux forces de l'ordre d'en sanctionner les auteurs. Une autre piste est celle de la construction d'une gare routière à Mahé-Vatanan. Actuellement, la nouvelle gare est entièrement opérationnelle, tant sur le plan technique qu'administratif. La dernière piste choisie par ce ministère est le désenclavement des zones riveraines du canal des Pongalan entre Vatmanj et Mahanour. Un bâtiment devant servir de bureau pour l'agence portuaire maritime et fluviale et de la gendarmerie a été réhabilité et une toilette publique a été érigée. Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures a mis l'accent sur l'électrification rurale. Ce ministère a procédé à l'implantation de 2 centrales solaires dans 2 zones enclavées de la région Anous. La première, dans le site touristique d'Ifoutak, est une capacité de 10 kW, tandis que celle de Mahatalak, grande productrice de vannerie, peut fournir jusqu'à 14 kW. Ça y est, l'électrification de notre village est effective. Maintenant, nous pouvons charger nos téléphones, que la lumière continue à illuminer nos nuits. Actuellement, 9 centrales sont en cours d'installation dans tout le pays, 5 en collaboration avec l'Union européenne et 4 avec le GIZ. Le ministère de l'Environnement, de l'Écologie, de la Mer et des Forêts a mis en œuvre 2 pistes durant ces 100 jours, à savoir la mise en place de la cellule environnementale régionale ou CER dans la région Amur-Mani. Une entité qui se charge de la résolution des plaintes et conflits portant sur les actions favorisant la dégradation de l'environnement. Les employés de la cellule procèdent actuellement à des descentes sur terrain. Deux communes urbaines dans la commune urbaine d'Amboucht et celle des 3 districts au sein de la région ont bénéficié de la sensibilisation par des réunions d'information et des émissions télévisées sur le rôle et activités de la cellule environnementale régionale. Le ministère s'est aussi chargé, durant ces 100 jours, à faire le suivi des marchés de produits forestiers. Il a pu résoudre dans ce cadre 8 plaintes relatives à l'environnement comptabilisées dans toute l'île.
Une solution commune issue d'une concertation entre les parties prenantes, autorités locales, plaignants et accusés a été trouvée, notamment en ce qui concerne les usines de traitement des huiles de vidange et de transformation des bouteilles en plastique, les odeurs dégagées par les usines d'élevage porcin et avicole, les industries minières et les grands projets d'infrastructures de communication. De son côté, le ministère des Ressources halieutiques et de la Pêche a identifié 3 pistes pour ces IRR2. Entre autres, l'intensification de la vulgarisation et de la promotion de la pisciculture, l'amélioration de la gestion des postes sanitaires halieutiques et la dynamisation du reboisement communautaire du palétuvier dans la région Atiman-Jefan. Le ministère de l'Élevage a concentré ses efforts sur le zébu, en raison notamment de l'importance de cette filière dans la vie socio-culturelle et économique des Malgaches. La réduction de la mortalité des veaux a ainsi été l'action principale durant ces 100 jours. Depuis, plusieurs équipes de techniciens du ministère ont sillonné les marchés de bovidés et les villages de la région pour sensibiliser les éleveurs et procéder à l'administration des médicaments pour les veaux. Le ministère de la Culture et de l'Artisanat a quant à lui procédé à la rénovation du musée d'Andafiavarach. Le plafond et la coupole ont été réhabilités pendant la première phase des IRR. Pour cette deuxième phase, le ministère a choisi de rénover le parquet. Le musée est dorénavant accessible aux visiteurs. L'autre piste identifiée par le ministère est la formation de 350 artisans de la région Haute-Massiach en culture entrepreneuriale, notamment en termes de base de gestion simplifiée, d'informations sur l'accès au crédit et d'informations sur le secteur artisanal en général, ce dans le but de les inciter à se formaliser. La réalisation des IRR2 a permis au ministère auprès de la présidence chargée des mines et du pétrole, non seulement de renforcer davantage les capacités internes et l'esprit d'équipe du personnel, mais aussi de mettre en diapason les opérateurs et les autorités locales quant à leurs droits et responsabilités respectifs dans la gestion du secteur extractif. En ce qui concerne la filière or, l'Agence nationale de la filière or, ou ANOR, a pu formaliser 311 orpailleurs, 6 collecteurs dans la région d'Amourmani. Toutes les autorités des 22 communes de la région ont été informées et sensibilisées sur l'importance de la prise de responsabilité de la gestion de cette filière. Par ailleurs, 96 artisans miniers ont été formés par l'Institut de gémologie de Madagascar, ou IGM, sur l'identification et le travail des pierres précieuses. Nous sommes très satisfaits de cette formation à Amourmani. En effet, cela nous a permis d'en apprendre plus sur tout ce qu'il y a à savoir sur les pierres. 30% des opérateurs recensés ont obtenu leur autorisation environnementale, 50% des exploitations illicites de malachite ont été identifiées et formalisées ou en voie d'être formalisées, toutes les occupations minières informelles ont été régularisées et toutes les entités impliquées dans le contrôle des activités minières dans les forces de l'ordre de l'axe RN7 ont été formées en réglementation minière. Dans la mise en œuvre des IRR2, le ministère des Postes, de la Télécommunication et des Nouvelles Technologies, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, a mis en place une vitrine numérique. Pour ce faire, ils ont doté une école publique d'Ious de 10 ordinateurs, de 10 tablettes et d'une photocopieuse. Ce, dans le but de donner aux élèves la possibilité d'étendre au mieux leurs connaissances. À travers cette vitrine, les élèves peuvent avoir accès aux programmes et aux cours. Ils ont également la possibilité d'étendre leurs horizons grâce à l'accès libre à Internet. Les frais de connexion seront à la charge du ministère des Postes, de la Télécommunication et des Nouvelles Technologies durant 24 mois. Mais au-delà de ce délai, la vitrine numérique devra être indépendante. Elle continuera toutefois de recevoir des appuis de la part de l'État. La prochaine étape se concentrera sur la gestion de la vitrine, notamment sur la mise en place de la commission de gestion, qui se fera avec la participation des 2 ministères. Composée de 3 personnes qui vont travailler en permanence au sein de la vitrine, cette commission sera chargée d'en assurer la gestion et le procéder à l'archivage des programmes et emploi du temps déposés par les différentes écoles de la commune d'Ious. Durant les 100 jours des IRR,
le ministère des Travaux publics a pris l'initiative de réhabiliter un tronçon de la RN7 du PK6 à la sortie du pont de Tansbat au PK171 à Atirabé. Si avant l'initiative, il n'y avait eu que 99 km de route praticable, cette piste choisie par le ministère a permis d'en réhabiliter 157 km. Un résultat dû à la synergie des ministères, mais surtout grâce à la mise en adéquation des moyens avec les résultats attendus. Le ministère, dans son élan, ambitionne de réduire le délai des travaux pour la prochaine étape, dans le but d'avoir plus d'efficacité, mais également de réveiller son esprit de défi. Le volet gouvernance, composé de 10 ministères de souveraineté, sous le lead du ministère de la Justice, a initié plusieurs activités. Le ministère de la Justice, leader du volet, a focalisé son initiative sur la réduction du délai de traitement de dossiers au niveau du tribunal de première instance et sur le suivi de l'effectivité des décisions de justice. Le délai de traitement des dossiers fonciers, qui était auparavant de 18 mois, est actuellement réduit à moins de 9 mois au niveau du tribunal de première instance d'Antananarive. 17 dossiers ont pu être jugés grâce à cette nouvelle organisation. Par ailleurs, le service de frais de justice pénale a pu être mis en fonction lors de cette deuxième phase des IRR. Des services de recouvrement des amendes qui sont déjà opérationnels au niveau des TPI d'Antananarive, de Mahadzang et de Thomas. Pour le ministère de la Défense nationale, 3 initiatives ont été menées. La première consiste en une amélioration de l'accueil au niveau de 3 services du centre hospitalier de Souav-Nanjing. La deuxième piste est l'actualisation de la gestion des effectifs militaires. Et enfin, le MDN a procédé à la sécurisation des zones rurales, notamment Ikalamavoun Ambat Finanjan, Beruru, Ambalavau, Yus, Ankazwab, Mandout, Tsiumandit, Murafenbe et Ambatmant. En termes de résultats, les services rendus aux usagers du centre hospitalier de Souav-Nanjing Sensu sont améliorés. Par ailleurs, la gestion des effectifs militaires est optimisée par la mise en réseau des bases de données y afférentes. Et par rapport à la piste 3, la population rurale est actuellement sécurisée. Des zones classées rouges sont désormais vertes. Le ministère des Affaires étrangères a, quant à lui, mis à la disposition des usagers la version physique simplifiée de l'annuaire diplomatique. Et ce, afin de faciliter les recherches d'informations utiles et pertinentes pour tous les ressortissants malagasy, où qu'ils soient, à travers le site du ministère. D'autres documents ont également été produits, tels que le manuel de procédure, à l'intention des usagers en matière de délivrance d'actes d'état civil, de certification et visa de documents, ainsi que le manuel de procédure destiné aux administrations publiques en termes de délivrance de passeports diplomatiques, passeports de service et visa d'ordre de mission. Quant au ministère des Finances et du Budget, les initiatives ont été menées au niveau des 3 directions générales. La première piste, concernant la Direction générale de la douane, porte sur la facilitation et le contrôle allégé aux frontières pour les opérateurs. Il s'agit notamment de réduire à 25% le taux de circuit rouge à l'importation au bureau du port de Thomas. La seconde piste a été axée sur l'élaboration d'un guide d'application du Code général des impôts. Pour ce faire, des rencontres entre les responsables au sein de la Direction générale des impôts et les contribuables ont été effectuées, à l'issue desquelles l'interprétation de la législation fiscale a été uniformisée et l'incivisme fiscal diminué. Ce guide d'application du Code général des impôts est actuellement disponible sur le site de la Direction générale des impôts et du ministère. Et enfin, la troisième piste a été orientée vers la mise à jour de la nomenclature des pièces justificatives de dépenses. De ce fait, le délai de traitement des dossiers par catégorie de dépenses et par phase d'exécution a été nettement réduit. Ce, afin de permettre une fluidification de l'exécution budgétaire et une réduction des contrôles redondants. Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a identifié 2 pistes IRR, à savoir l'amélioration de 30% du recouvrement des recettes des collectivités territoriales décentralisées dans des régions du pays et la mise en place de standards de service au niveau de la commune urbaine d'Antananarive. Les 2 pistes visent à consolider les ressources fiscales et parafiscales des collectivités territoriales décentralisées ou CTD en vue de pérenniser leur action de développement au niveau local dans un contexte de redevabilité sociale et de décentralisation effective.
Ainsi, par rapport aux résultats, les recettes des CTD au niveau des régions ont connu une nette amélioration durant la mise en œuvre de cette seconde vague de la pratique IRR. Le délai de traitement en matière d'état civil a également été réduit. Le ministère de la Sécurité publique a concentré ses efforts sur la facilitation de la mobilité urbaine ainsi que sur la réduction des vols à la tire afin que la population des zones à risque ou à forte affluence ressente plus de sécurité. Ainsi, durant cette seconde phase des IRR, le nombre de cas de vol à la tire a été réduit à 36,16%. En ce qui concerne la première piste, une réduction de 55,72% du délai de trajet RN7-RN4 a été enregistrée durant la période de mise en œuvre des IRR. Outre la fluidité de l'axe d'intervention des éléments des forces de l'ordre, les autres artères de la capitale ont également bénéficié d'un allègement en termes d'embouteillage. Pour le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, 4 initiatives ont été initiées. Entre autres, la mise en place des standards de service qui contribuent à l'amélioration du rendement de ce ministère, lesquels sont actuellement opérationnels à 80%. La deuxième piste du ministère touche le traitement par guichet unique des dossiers en instance des agents de la commune urbaine d'Antananarive qui est actuellement achevé à 100%. Des termes de référence pour la mise en place des données relatives à la situation réelle de ces ressources humaines de l'État ont été élaborés et validés. Ces termes de référence vont alors servir de base pour les prochaines étapes relatives au recensement des agents de l'État. Le ministère de la Communication et de Relations avec les institutions, pour sa part, a mis l'accent sur la sensibilisation de la population d'Antananarive en matière d'hygiène et de propreté urbaine, de préservation et de sécurisation des biens communautaires en guise de première piste IRR. L'objectif étant d'impulser un comportement éco-citoyen et d'inciter la population d'Antananarive, mais également ceux qui sont de passage dans la capitale, à être sensibles au message de civisme et à respecter l'hygiène et la propreté. Ainsi, lors de la mise en œuvre de cette seconde phase des IRR, la population de la commune urbaine d'Antananarive s'engage à lutter contre l'insalubrité et le vandalisme sur les infrastructures et biens communautaires. Une nette diminution des ordures hors bac a été constatée et un Foctane pilote, celui d'Amboutir, a été mis en place. La seconde piste IRR choisie par ce ministère concerne la remise aux normes des infrastructures et équipements audiovisuels de l'ORTM. Ainsi, des formations pour le renforcement de capacités des journalistes et réalisateurs au sein de l'ORTM ont été organisées. La liaison backbone entre Anous et Ambouimtim est désormais active. Les chaînes de TVM2 et RNM2 sont mises en place. De nouvelles émissions de qualité ont été produites. Pour le secrétariat d'État à la gendarmerie, l'initiative a été focalisée sur la suppression des bouchons de circulation dans les 4 accès à la ville d'Antananarive. Au niveau du carrefour d'Ampasapit, celui d'Itos, d'Ambouibo, ainsi que celui d'Ankatbao. Ces gendarmes maîtrisent bien leur travail, on ne peut pas le nier, ce sont de vrais professionnels pour être parvenus à mettre fin à ces embouteillages. Je suis heureuse de vous annoncer que la gendarmerie a fait un bon travail malgré le mauvais état des routes. De ce fait, la durée des embouteillages a été réduite de 30 à 40%, les trottoirs ont été dégagés et les stationnements abusifs réduits de moitié afin de faciliter la circulation. La sécurisation de l'axe RN4 figure également parmi les pistes IRR du secrétaire d'État en charge de la gendarmerie. Durant ces 100 derniers jours, aucune attaque n'a été enregistrée sur cette route nationale et le nombre de cas d'accidents de circulation a été réduit de 74%. L'organe de contrôle des finances publiques a quant à lui orienté ses actions des IRR2 dans l'élaboration des guides de bonnes pratiques de gestion des recettes des marchés urbains, notamment en ce qui concerne les recettes fiscales des marchés d'Anjavang, de Mamasn et d'Anousbé, ce afin de garantir la transparence dans la gestion de ces finances publiques. Par ailleurs, un guide de bonnes pratiques de gestion des recettes des infrastructures sportives a également été créé. La gestion des recettes au sein du stade municipal de Mamasn a été mise en avant lors de cette seconde phase des IRR. Et enfin, un guide relatif à la gestion des recettes de régie et de recettes fiscales a été élaboré afin de mieux contrôler les recettes et les dépenses publiques. La quatrième piste choisie par l'OCFP dans le cadre de ces IRR2, qui consiste en la mise en place d'une cellule de coordination et de suivi des contrôles des finances publiques, est actuellement en cours.
Le Bureau indépendant anticorruption ou BIANCO, pour sa part, a focalisé ses activités sur l'amélioration des services rendus aux usagers au niveau du 1er et du 4e arrondissement de la commune urbaine d'Antananarivo, au niveau du centre immatriculateur d'Ambouda et enfin au niveau de 5 centres de visite technique. Des séances d'information sur les étapes à suivre ont été tenues afin d'impliquer activement la population à la lutte contre la corruption. Ces objectifs fixés par le BIANCO ont ainsi été atteints à 95%. Sous le lead du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme, le volet social a concentré ses 21 pistes IRR sur la dynamisation du village communautaire d'Anjanfen Sud. Le gouvernement, à travers le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme, a en effet construit pour ces nouveaux migrants du village communautaire 110 maisons en dur. Toutes les infrastructures indispensables à la vie quotidienne y ont été installées, entre autres un centre de santé, une école, de l'eau potable et de l'électricité. L'État a également doté le village de terres cultivables, de diverses semences et d'un tracteur. Nous les remercions énormément de nous avoir emmenés jusqu'ici. Si nous étions restés à Tana, nous n'aurions même pas eu l'opportunité d'obtenir ne serait-ce qu'un lopin de terre. Nous nous plaisons ici et sommes prêts à y vivre et y travailler. Le centre de santé de base du village, sous la coupe du ministère de la Santé publique, a été réhabilité de manière à pouvoir mieux répondre aux besoins de la population. Il a été doté de 8 chambres pouvant accueillir les patients lesquels sont issus de zones insalubres et ont vécu dans la sous-alimentation. Ce centre a actuellement la capacité d'offrir le paquet minimum d'activités que devraient entreprendre tous CSB tels que les consultations générales, les consultations prénatales, les accouchements et surtout, comme l'a demandé les habitants du village, le planning familial. Faute de sages-femmes, il nous était très dur auparavant de nous soigner car nous étions obligés d'aller jusqu'à un Kazoupi. Le ministère de l'Éducation nationale a également pris part à cette initiative pour le village communautaire d'Anjanfen Sud. Ce ministère a pour sa part focalisé ses actions sur l'amélioration des résultats scolaires et des taux d'achèvement primaire par zone cible dans le village communautaire d'Anjanfen Sud. Pour ce faire, des formations visant à renforcer la capacité de formateurs et enseignants ont été organisées afin de permettre à ces derniers d'offrir un enseignement de qualité. Et outre la mise en place des cantines scolaires, les nombres d'élèves par salle dans les écoles ont été réduits et les charges parentales allégées. Personnellement, je suis très satisfaite de cette initiative de l'État de nous appuyer dans la scolarisation de nos enfants, notamment dans le paiement des divers frais. Les parents d'élèves d'Anjanfen ont en effet du mal à assurer le paiement des enseignants. Le ministère de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle y a installé un centre de formation professionnelle. Une initiative qui vise à offrir des connaissances techniques et professionnelles aux jeunes de ce village et ce, afin de leur fournir des outils pouvant directement servir pour créer leur propre emploi et pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie présentes et futures. De même, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène s'est engagé sur ces activités d'amélioration de la condition de vie de la population malagasse, notamment dans l'alimentation en eau potable de ce village d'Anjanfen Sud, avec la construction d'un ouvrage de captage, d'un réservoir de 50 mètres cubes, de 11 bornes fontaines publiques et d'un dispositif de lavage des mains au niveau des CEG. En plus de l'appui à la dynamisation du village d'Anjanfen Sud, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a également choisi comme deuxième piste pour les IRR2 d'assurer la collecte quotidienne des ordures ménagères pour le million d'habitants des 6 arrondissements de la commune urbaine d'Antananarivo. Ce, à travers la SAMVA avec en prime l'aménagement de la piste d'accès du site de décharge d'Anjalanch. La troisième piste concerne la mise en place des branchements particuliers pour l'alimentation en eau potable des régions Anjouy et Anous. Initiative qui entre dans le cadre du projet Alimentation en eau dans le Sud ou AES. À cet effet, 90 nouveaux branchements particuliers sont à construire et 10 bornes fontaines à réhabiliter dans les grands centres d'adduction d'eau potable par pompage, dont les 900 habitants des régions Anjouy et Anous vont être les bénéficiaires.
Cette eau provient d'un putake et est entièrement potable comme l'eau vive. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a identifié et formé 140 jeunes athlètes issus des 6 écoles d'athlétisme, à savoir des écoles de Tuliar, de Fianarantsoa, de Farafengan, de Manakar, de Mourdav, d'Ambouvbé et de Bunglav. Ces athlètes ont reçu des formations dans la course, les sauts et les lancers. Ils ont également participé aux rencontres inter-écoles de sport qui se sont déroulées au stade d'Al-Arbi Antananarive. La rencontre inter-école de sport d'Antananarive et de Tamatave a aussi été organisée dans le cadre de ces IRR2. Elle s'est tenue dans la piscine olympique de l'Académie nationale des sports et a vu la participation de 40 jeunes nageurs formés par les écoles de natation d'Antananarive et de Tamatave. Le ministère a également fixé comme objectif durant ces 100 jours de doubler le taux de fréquentation des maisons des jeunes au niveau de 5 sites. Et en tout, 6 780 jeunes ont fréquenté les points d'information au niveau des 6 maisons des jeunes. Dans cette deuxième phase des IRR, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en place l'université numérique. Une salle est mise à la disposition de cette université numérique au sein de l'université d'Antananarive, permettant de procéder à des enregistrements vidéo, mais également à organiser des visioconférences. Cela facilite ainsi la tenue des cours à distance. To the hopeless and light, to those in the darkness and death.